Sous-titrage ZDF 1700, 1-2026. Nous sommes dans la 4e année, au jour 328 depuis le début de l'invasion totale. Bienvenue à tous, je vous salue. Voici le rapport quotidien sur la situation. Dans le rapport d'aujourd'hui, nous verrons des déclarations intéressantes de soldats russes au front. Nous constatons aussi la situation misérable actuelle à Kiev pour la population. Nous voyons aussi de nouvelles ambitions que la Russie affiche dans la guerre en Ukraine, ainsi que d'autres faits. Un soldat russe blessé du 121e régiment de fusiliers motorisés des forces armées russes rapporte qu'une colonne de véhicules militaires russes a été détruite par les forces armées ukrainiennes. Dans sa plainte, il indique que l'attaque soudaine a causé d'importantes pertes matérielles, dont l'explosion d'un véhicule près de lui. Il est très intéressant de noter qu'il mentionne également que les Ukrainiens ont principalement utilisé de l'artillerie et des obus de mortier contre eux pour combattre la colonne russe. Il dit littéralement qu'ils ont pilonné comme des fous avec l'artillerie et qu'il était impossible de continuer à avancer. Avec une histoire pareille, je me demande évidemment, avec beaucoup d'intérêt, où le régiment est actuellement stationné. Et maintenant, devinez où il se trouve. Oui, certains l'ont probablement déjà deviné. En effet, ici, à Kupiansk, où les Russes ont été complètement repoussés par les Ukrainiens il y a quelques semaines. Les Russes contentent à nouveau d'atteindre leurs anciennes positions. Nous ignorons ici si la 121e, le régiment a attaqué par cette route ou tenté de repartir vers Kupiansk, donc au nord. Nous savons qu'ils attaquent encore et que le Kremlin leur a donné jusqu'en février pour reprendre la ville. Bien sûr, c'est impossible, mais cela montre aussi que les Ukrainiens ont laissé beaucoup de moyens dans cette région, pour empêcher à tout prix que les Russes atteignent à nouveau le centre-ville et qu'il faille ensuite les chasser à grand-peine. Nous le savons nous-mêmes, et nous l'avons aussi vu. Si les Russes s'installent dans un grand quartier de la ville et le dominent, il ne faut pas longtemps avant qu'ils ne contrôlent toute la ville. Pour les Ukrainiens, repousser les Russes reste un effort très difficile qui échoue souvent. De la même région, un enregistrement montre que l'armée russe a utilisé plusieurs bombes aériennes de fabrication 500 pour détruire un pont au sud de Kupiansk. Il s'agit de ce pont, ici à l'épingle rouge. C'est un pont ferroviaire qui relie principalement la partie ouest et ce lieu ici, et qui assure l'approvisionnement. De là, de nombreux soutiens et livraisons partaient envers Kupiansk à l'est. L'attaque visait à perturber les mouvements et la logistique ukrainiens dans cette zone. Les Russes ont frappé un pont ferroviaire et une aire de jeu stratégique à Lviv avec un drone Shahed. Malheureusement, c'est le triste quotidien. Le 121e régiment que nous avons vu tout à l'heure pouvait se permettre de faire circuler tout un convoi des soldats russes qui se sont soudés des plaques de métal sur des chaînes et les ont ensuite attachées à eux, car ils ne possèdent donc pas de porte-plaques. C'est sans aucun doute mieux que rien, mais cela illustre encore très bien la situation persistante au sein de l'armée. Les enfants ukrainiens vivent leur hiver le plus difficile depuis le début de la guerre, selon le chef de le Fonds des Nations Unies pour l'enfance en Ukraine. D'importantes attaques russes continuent de détruire l'approvisionnement en électricité, en chauffage et en eau. Et cela à une période où les températures descendent souvent en dessous de moins 18 degrés. Des millions de familles restent plusieurs jours sans chauffage, sans lumière et sans eau, et pour beaucoup, cela signifie une survie quotidienne en état d'urgence. Des appartements froids, l'obscurité, des bombardements incessants. Les enfants souffrent davantage dans ces conditions, où froid et obscurité amplifient peur, stress et maladie. Les bébés et jeunes enfants sont très vulnérables, pouvant vite se refroidir et risquer des complications graves sans soins adaptés. Le système éducatif est aussi affecté. Écoles et crèches passent à l'enseignement à distance, mais les coupures de courant l'interrompent souvent. Ce qui est évidemment encore une mauvaise chose. Malgré la situation, les entreprises ukrainiennes de l'énergie et des services publics travaillent à haut risque pour effectuer des réparations d'urgence. C'est une course contre la montre qui s'inscrit dans le comportement offensif russe envers les Ukrainiens. On veut, par la persévérance, rendre la vie tellement difficile qu'ils finissent par briser la résistance et réclamer la fin de la guerre à de mauvaises conditions. PET est en Ukraine, il était à Kiev hier soir et a déjà partagé des infos sur sa chaîne. Voici un extrait. Ce n'est pas si grave, il fait moins 15 degrés, il y a encore de la neige partout. Ce n'est pas amusant de se promener dehors, ce n'est même pas amusant d'enregistrer cette vidéo en ce moment parce que mes mains gèlent. Parfois, il n'y a pas d'électricité pendant la journée. Je ne peux pas vous dire si c'est prévu ou si l'électricité est coupée parce que la puissance ne suffit pas.
L'eau chaude et le chauffage étaient disponibles. Il dit lui-même qu'il fait froid, qu'il y a de nombreuses coupures de courant et que sa batterie de téléphone est souvent à plat. Récemment, une avancée russe a eu lieu près de Bakhmout, suivie aujourd'hui d'un nouveau gain proche du précédent. Je suis en train de déterminer quelle sous-unité russe se trouve actuellement sur place et a pu réaliser ces deux avancées. Je pense qu'il me faudra encore un jour, il était possible que j'en sache plus demain. Vous savez comment le travail se passe ici. Trouver des vidéos, les localiser et espérer qu'on puisse reconnaître un insigne distinctif ou quelque chose de l'unité sur une prise de vue de drone, que je pourrais ensuite associer aux soldats. Tout le monde n'a pas d'insigne d'unité ni ne se place bien devant la caméra du drone. Il me faut donc de la patience pour les repositionner sur la carte. Le ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, a clairement indiqué que les revendications territoriales russes vont bien au-delà des parties actuellement occupées de l'Ukraine. Ce qu'ils veulent, c'est plus que ce qu'ils prétendaient au début, c'est quand même étrange, qui aurait pu s'y attendre. Peu avant une nouvelle rencontre russo-américaine, Lavrov lui-même a déclaré qu'un plan de paix déjà très favorable à la Russie ne suffirait plus du point de vue de Moscou. La Russie exige désormais non seulement la Crimée et le Donbass, mais aussi ce qu'on appelle la Nouvelle-Russie. C'est toute cette région, la ligne de front et les localités sont ici, l'arrière-pays est là. Le reste de la carte était juste là. Et ici, le long de cette ligne pointillée, tout cela devrait devenir la Nouvelle-Russie. Il inclut désormais toutes les oblasts, comme Odessa, Dnipro, Kharkiv, etc., dans sa sphère d'intérêt. Selon la Russie, cette région lui appartient historiquement, et ses habitants souhaitent rejoindre la Russie, pas l'Ukraine. Ces régions sont ukrainiennes, même si on y parle russe. Mais la superficie revendiquée serait plus du double de celle actuellement contrôlée militairement par la Russie. Cela signifie que, s'il y parvient, ils auraient alors conquis environ 40% de l'Ukraine, ce qui, selon mes calculs, pourrait encore durer environ 22 à 23 ans à ce rythme. À ce stade, il faut bien sûr préciser qu'il s'agit de diplomatie russe. Ils savent qu'ils n'auront pas leur exigence maximale, mais que l'autre partie veut la paix. Chacun connaît la durée et le coût de la guerre, ainsi que le fait que Donald Trump a largement dépassé son délai de 24 heures pour y mettre fin. Et chaque jour qui passe, cela fait évidemment un jour de plus. Les amis de Donald Trump, qui le soutiennent financièrement de manière importante pendant la campagne électorale, veulent évidemment aussi faire valoir leurs investissements en Ukraine occupée ou en Russie, tant qu'il est encore en fonction. Ils soutiennent la paix, car sans elle, ils ne peuvent investir dans de nouveaux projets. C'est pourquoi les États-Unis la souhaitent. Ce n'est pas qu'ils se soucient de la souffrance ou des causes de la guerre, mais ils ne peuvent investir massivement tant qu'elle dure. Alors que fait-on ou que fait Lavrov ? Il sait qu'il ne peut pas faire passer ses revendications actuelles, alors il les augmente simplement pour que la proposition précédente paraisse comme un moindre mal. C'est la diplomatie russe, afficher de la force sans en avoir et accentuer la pression pour affaiblir les acteurs vulnérables. Son seul problème est qu'en 2025, la Russie n'aura conquis qu'environ 0,9% de l'Ukraine avec d'énormes pertes, tandis que l'Ukraine vient de terminer une grande ligne de défense. 2026 sera sans doute plus difficile pour les Russes que 2025. Et à ce stade, la question se pose à nouveau. Les Russes vont-ils s'effondrer sous leur propre pénurie ? Ou bien, le manque de personnel en Ukraine et le manque d'investissement de l'Occident deviendront-ils trop éprouvants à long terme pour continuer à infliger aux Russes des pertes comme jusqu'à présent ? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Dmitri Medvedev a également déclaré que la Russie avait envoyé 2,25 422 000 personnes à la guerre. Bien sûr, il n'a rien dit sur les près de 400 000 soldats qui ont déjà été déployés en 2024. Il n'a pas non plus précisé le sort des 350 000 personnes partiellement mobilisées, 2 ans plus tôt. Il est aussi frappant que l'effectif des forces armées russes reste presque inchangé malgré ces chiffres. Cela traduit plus une usure humaine élevée, les nouveaux soldats remplaçant surtout les pertes subies. Merci aux abonnés, membres et à l'équipe ALG avec une mention spéciale à Scylla, Dietrich, Freddy et Mayrofer. Likez, commentez et à la prochaine mise à jour.